Donc je suis très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui sur une table ronde autour de la cyber-humilité, un terme qui m'est très cher. Vous allez voir pourquoi après. Je ne vais pas vous faire le déroulé du parcours des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vais juste vous les présenter. Donc Jérôme Sez, qui est expert en gestion de crise et senior advisor du Cybercercle. Bonjour. Guillaume Poupard, qui est désormais DGA de DocaPost. Bonjour. Benoît Moreau, qui est RSSI et directeur de la cybersécurité du groupe Nexter. Bonjour. Et pour finir, Giuliano Ippoliti, qui est directeur de la cybersécurité de Cloud Temple. Bonjour à tous. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet, et j'espère que vous nous entendez bien avec le bruit qui est autour de nous, je voulais justement, parce que les mots ont de l'importance, je voulais que chacun s'exprime juste sur ce terme de cyberimmunité pour que vous compreniez ce qu'on veut faire passer comme message, puisque finalement, à chaque crise, quelle qu'elle soit, et encore plus dans la cyber, l'humain reste au cœur de l'entreprise un élément clé. Bien, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le cyber et la crise, c'est un affrontement, et qu'en matière d'affrontement, on ne part pas gagnant si on sous-estime son adversaire. Et donc l'humilité commence déjà par respecter son adversaire et ses capacités, et ne pas oublier qu'on est vraiment dans un affrontement. Oui, l'humilité, c'est marrant de prendre le sujet cyber sous cet angle-là, c'est original, mais c'est une qualité essentielle pour le défenseur. Pour l'attaquant, je ne sais pas, ça il faudrait demander aux attaquants. Mais fondamentalement, on est encore dans une situation où les attaquants, ils ont juste le risque d'échouer, mais c'est pas grave. En fait, tout ce qu'ils font est probablement compté en positif. C'est encore comme ça. Là où le défenseur, de plus en plus, c'est celui qui doit tout parer, qui doit tout contrôler en permanence, et tel le gardien de but qui est condamné à échouer, d'une certaine manière, même si c'est pas ce qu'on lui souhaite. Donc l'humilité, elle est essentielle, à la fois pour les professionnels du sujet, mais également pour toute la chaîne de décision qu'il peut y avoir au-dessus. Donc c'est peut-être ça qu'on va rediscuter. Effectivement, c'est rigolo comme nouvelle approche de la cyber, et finalement c'est fondamental aujourd'hui. On subit une espèce de transformation. On le voit notamment sous l'angle des assureurs. Les assureurs, jusque-là, ils disaient, pour avoir une assurance cyber, est-ce que vous avez rempli la grille? Remplir une grille, ça veut dire on sait exactement quelle est la menace dont on se protège et comment on se protège. Le constat, c'est que ça ne marche pas. Ils ont remboursé beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, l'approche par « je sais ce que je dois faire, je sais de quoi je me protège » ne marche plus. Il faut être très très humble et dire « je ne sais pas ce que va être l'attaque de demain, ce que va être la crise de demain. Il faut que je continue juste à m'entraîner, me préparer, rester très humble sur ce que je sais faire et ce que je peux faire. » Oui, donc la cyberhumilité est un concept qui a plusieurs facettes, à mon sens, et qui s'exprime aussi bien dans le questionnement individuel qu'on peut avoir face à la complexité du sujet, et aussi dans les interactions qu'on a avec ses collègues, ses clients, ses partenaires. Donc, j'ai identifié 3 axes de réflexion: l'humilité épistémique, l'humilité dans la posture et l'humilité sociale. Donc, je vais développer ça tout de suite. Eh bien, tu vas garder le micro. Super. Puisque justement, en préparant cette table ronde avec Giuliano, on a beaucoup discuté sur le système de valeurs en fait, et d'éthique que doit avoir quand on travaille dans la cyber. Et ces 3 concepts qu'il avait, justement, d'humilité épistémique, d'humilité sociale et d'humilité de posture. Donc si tu peux justement nous développer ces 3 sujets. Oui, avec plaisir. Donc, je commence par l'humilité épistémique, qui est la conscience de la limitation de son savoir. Elle tire son origine dans l'histoire ancienne. Quand Socrate disait « je sais que je ne sais rien », c'est un excellent exemple d'humilité épistémique. Elle est aussi au cœur de la méthode scientifique, le fait de tester des hypothèses, d'essayer de les confirmer ou de les invalider. Et elle est très importante dans la cybersécurité parce qu'elle est associée, à mon sens, à l'ouverture à l'apprentissage. C'est un monde qui est tellement changeant, avec de nouvelles technologies, de nouvelles menaces, que si on n'a pas cette ouverture à l'apprentissage,
on est voué à l'échec, je dirais. Et cette notion est également associée à la curiosité. Donc la curiosité qui est traditionnellement très associée au monde de la cyber. Donc dans le manifeste du hacker en 1986, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, « My crime is that of curiosity ». Donc la curiosité est vraiment très importante. C'est important de faire preuve d'humilité épistémique, notamment dans les crises. Ça évite de partir bille en tête dans une mauvaise direction et de suspendre le jugement pendant un certain temps. Cette humilité épistémique a quand même un revers, c'est que c'est lié à l'exercice du leadership. En fait, les personnes nous suivent souvent en fonction du degré d'assurance qu'on affiche. Okay? Donc, on peut avoir une tension entre ce besoin d'afficher de l'assurance, notamment dans les situations de crise où la direction générale prend parfois le RSSI, le directeur cyber, comme un super-héros qui doit avoir réponse à tout, et le fait de garder un jugement qui est suspendu. La deuxième notion, c'est l'humilité dans la posture. C'est le concept selon lequel la sécurité est au service des métiers. Donc, la sécurité n'est pas une fin en soi. Donc, une entreprise qui est hyper sécurisée, mais qui perd de l'argent et qui ne va rien, elle va mettre les clés sous la porte. Donc, les professionnels de la sécurité doivent avoir à l'esprit qu'ils sont au service du business, comprendre leurs besoins, se mettre à l'écoute, être dans une posture d'accompagnement plutôt que de veto. Okay? Encore une fois, cette facette de l'humilité a un revers, c'est celui selon lequel le RSSI peut se replier dans une posture de pur conseil, et alors que parfois il faut un peu secouer la direction pour lui faire prendre conscience de la menace. Okay? Donc encore une fois, il faut trouver le bon équilibre. La troisième forme d'humilité, l'humilité sociale, fait référence à tout ce qui est bienveillance, empathie, humanité. Donc, mis à part les aspects éthiques, à mon sens, à mon humble avis, c'est important que le directeur sécurité fasse preuve de cette qualité parce qu'il va devoir interagir avec des personnes avec qui il n'a pas forcément un lien hiérarchique. Donc, il doit faire preuve d'influence, il doit tisser de bonnes relations avec ces personnes-là. Le revers de la médaille, c'est qu'on peut parfois refuser d'aller au conflit, alors que ça peut être la bonne chose à faire dans certaines situations. Ce qu'on a essayé de faire, si on ne vous a pas perdu avec ces trois concepts, c'est de casser cette image justement du geek à capuche qui travaille tout seul derrière son ordinateur. Et avec Jérôme, on voulait justement vous prouver comment il faut déconstruire ce mythe, parce que ce mythe fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne vont pas dans ce secteur parce qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls. Ils veulent travailler en équipe. Et justement, Jérôme, peux-tu nous expliquer pourquoi il est essentiel de déconstruire ce mythe? Alors déjà, les attaquants eux-mêmes l'ont déconstruit depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui on n'est plus dans le pirate à capuche qui travaille seul. On est dans des groupes d'attaquants qui produisent des outils et des plateformes qui louent à d'autres groupes d'attaquants. Ils ont chacun leur propre rôle. Ils sont peut-être très humbles aussi. Celui dont le rôle est de donner des accès, de vendre des accès volés à ses camarades, eh bien il ne fait que ça. Et celui dont le rôle est de développer les outils d'accès initiaux ne fait que ça. Voilà. Donc les attaquants ont déjà décloisonné ça et travaillent déjà beaucoup en groupe. Donc il n'y a aucune raison que les défenseurs ne le fassent pas. Ensuite, évidemment, l'autre aspect qui milite fortement pour ne plus travailler seul, c'est que la crise est quelque chose d'incroyablement complexe. Parce que les entreprises sont complexes, parce que les systèmes d'information sont complexes et parce que les interactions entre les systèmes d'information et la vie de l'entreprise sont terriblement complexes. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir le bonhomme qui a tout dans sa tête et qui va pouvoir orchestrer tout ça et à la fois créer une stratégie de réponse, l'adapter et aller mettre la main dans le moteur, aller créer des règles de pare-feu, aller faire de l'analyse de malware, etc. C'est fini tout ça. C'est excessivement complexe. Donc déjà, la crise est forcément, ou la réponse à incident et la gestion de crise est forcément une affaire d'équipe. On va avoir des gens qui sont, et là c'est très important aussi, si on parle de rejoindre ces métiers-là, on a tout un pan de la gestion de crise qui n'est pas un pan technique. Évidemment, il faut être en mesure de comprendre les grands concepts techniques, ça c'est évident, mais pas de les mettre en œuvre.
je suis un très mauvais développeur. J'adore ça, mais je développe mal. En revanche, ça me permet de comprendre des concepts que je vais pouvoir mettre en application quand je parlerai à des DSI, par exemple. De la même manière, on a besoin de gens qui soient formés à la politique, à la géopolitique, à des gens qui soient formés à la politique de l'entreprise, au légal, le juridique, très important, à la communication. Et donc, quand on est, paradoxalement, plus chacun est spécialisé et bon dans son domaine, plus tout le monde est humble. Vous connaissez cette fameuse courbe, hein, bien sûr, où moins on en sait, plus on croit en savoir. Eh bien, moi, je préfère, pour gérer une crise, avoir des individus qui soient très bons, chacun dans leur domaine, qui ont dépassé un petit peu, vous voyez, cette courbe-là où ils pensent tout savoir parce qu'ils n'en savent pas assez, et avoir une équipe d'experts qui, forcément, seront probablement plus humbles. Et encore une fois, pas que des experts techniques. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et pour partager ensemble, on se rend compte de plus en plus de l'importance du directeur cyber ou du RSSI et de sa place clé dans l'entreprise parce qu'il devient un réel influenceur. Et justement, j'aimerais... cette notion d'influenceur est plutôt utilisée dans le monde de la com, dans le monde des réseaux sociaux. J'aimerais justement que chacun, vous nous disiez comment vous voyez les choses de cette influence au sein de l'entreprise, du directeur cyber ou du RSSI. C'est moi qui attaque. C'est pas un rôle classique d'influenceur. C'est une influence qui arrive de manière négative, très souvent, parce qu'il s'est passé des choses pas souhaitables, parce qu'il y a eu des attaques, bon. Donc moi j'ai un peu joué ce rôle-là au sein de l'État, en fait, et je peux vous assurer que au départ, il y a quelques années, l'influenceur, il était fui, fondamentalement, parce que le responsable cyber, le responsable SSI, c'est celui qui apportait de la contrainte, qui mettait sur le devant des problèmes qui étaient bien enfouis dans la mauvaise conscience. Et c'est vrai que progressivement, avec finalement le constat, le fait d'admettre que ce cyber c'était quelque chose d'inéluctable, et bien de plus en plus de créer une relation de confiance, et c'est là que l'influence intervient, une relation de confiance, se dire mais finalement, bon, il faut faire face à ce problème-là, sur qui je peux m'appuyer, et ben on a des équipes SSI, on a des équipes cyber, qui sont finalement une force, hein, et pas un poids à traîner, ou quelqu'un qui va nous coûter cher pour rien. Et puis l'étape d'après, c'est justement la mise en œuvre de cette influence avec moi ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour porter des sujets aussi techniques qui ne sont pas faciles à vulgariser objectivement auprès de personnes qui sont des personnes très intelligentes, et je dis sans ironie, mais qui n'ont pas la culture, et qui pour certains d'entre eux n'ont pas la culture même numérique tout court. Je ne balancerai pas de nom, mais il y a encore des ministres qui font imprimer leurs mails. Donc le matin, leur secrétaire imprime les mails, ils répondent à la main sur les mails, et c'est la secrétaire qui tape la réponse. Ça c'est... Bon, ils ne sont pas tous comme ça. Hein, et puis tout en haut, il y en a qui sont un peu trop digital natifs, donc ça pose d'autres problèmes, mais ça c'est... Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais fondamentalement, voilà, comment est-ce qu'on fait pour apporter des éléments à ces décideurs, pour qu'ils puissent intégrer ces questions cyber? Comment est-ce qu'on fait pour les influencer, de manière à ce que leur choix à la fin, leur choix en termes de politique publique, leurs grandes décisions, tiennent compte de ces sujets qui sont fondamentalement incompréhensibles dans son essence technique. Et c'est là où la question d'humilité en miroir, quelque part, d'humilité pour celui qui porte le message, mais également de créer les conditions pour mettre le destinataire dans une position d'humilité aussi, parce que il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, il faut accepter de ne pas avoir la science infuse, et d'écouter un petit peu ce que peuvent dire les experts. Là, c'est un exercice intéressant qui a pris une énorme maturité au fil des années, très clairement. Effectivement, le rôle d'influenceur, en fait, la mission, le devoir d'influencer, donc d'expliquer, porté par les gens de la cyber, aujourd'hui, il était assez, pas toujours connu, pas toujours apprécié. C'est ce que disait Jérôme, on a des super experts, mais ils n'ont pas trop envie de parler. Et on s'aperçoit qu'on a eu un grand courant qui disait tous les développeurs, tous les élèves, on devrait leur expliquer la cyber. Moi, j'aurais tendance à dire, mais ceux qui font de la cyber, on devrait leur imposer un module de communication. Parce que faire passer un message, c'est un métier. Et on ne le fait pas passer pareil en fonction de l'interlocuteur. Donc ils doivent se mettre au niveau, ils doivent expliquer ce qui se passe. Voilà. Donc ce côté un peu
je vous explique ce qui est en train de se passer de façon simple, de façon on se met au niveau. Et ça, pour un expert, c'est très compliqué. Accepter de porter un message qui n'est pas techniquement exhaustif et juste, de faire des à peu près, de faire des images, d'expliquer le niveau du risque sans être alarmiste, réussir à porter un peu la situation pour gagner la confiance, pour qu'à la fin on nous dise mais ça va ou ça va pas. On n'est qu'à dire non mais c'est bon, là on maîtrise à peu près. C'est tout un travail de communication. Et donc la communication est un domaine de compétences qui doit être porté par la cyber. Et donc ça veut dire, ce que disait Jérôme, c'est que finalement dans le domaine de la cyber, on a aussi besoin de communicants pour réussir à bien parler des choses, pour impliquer tout le monde, utiliser le « nous », ne pas être juste en contrôle à la fin, vous n'avez pas le droit. C'est « nous devons faire attention ». Voilà. Si je peux juste rebondir là-dessus, c'est hyper intéressant. Quelque chose que j'ai beaucoup dit à l'ANSSI et que je redis beaucoup à DocaPost, quand il s'agit de s'adresser à des décideurs, à des ministres et tout ça, je leur dis, mais expliquez votre machin pour un enfant de 6 ans. C'est classique en com. Et alors, à chaque fois, quand je dis ça, je vois que ça crispe, ça choque. Genre, c'est de l'irrespect et tout ça. Un ministre, c'est pas un enfant de 6 ans. Mais non, un ministre, c'est quelqu'un qui va avoir 1 minute à consacrer au sujet. Donc, en 1 minute, il faut lui porter le message. Donc, si on écrit quelque chose, il faut que ça fasse 1 page grand maximum. Grand maximum. Et en termes de vocabulaire, en termes d'explication, de pédagogie, il faut se mettre dans la situation, je dis, voilà, si j'avais un enfant de 6 ans, et c'est peut-être parfois plus facile, comment est-ce que je ferais pour lui expliquer mon problème? Et quand on pose la question comme ça, on se rend compte qu'en général, tout ce qu'on a produit avant, ça ne va pas du tout. Donc c'est là aussi une forme d'humilité du côté de ceux qui doivent porter ce message autour de la cyber. Oui, donc dire que le RSSI est un influenceur, à mon avis, est très juste. Je prends le sujet sous un autre angle. Donc la sécurisation d'une organisation est un effort pluridisciplinaire. Donc le RSSI doit travailler avec les ressources humaines, le commerce, les développeurs, des ingénieurs en infrastructure. Et il peut s'appuyer sur 3 formes de pouvoir, je dirais. Le pouvoir hiérarchique, il a rarement la possibilité de l'exercer. Il pourra l'exercer dans son équipe, mais voilà, c'est limité. Le pouvoir qui est lié à son expertise, à sa culture technique. Donc celui-là, il peut l'exercer dans certains cas, mais il peut arriver au RSSI de devoir travailler avec des experts qui sont plus pointus que lui. Donc il reste le pouvoir d'influence qui est lié au fait de bâtir des relations de confiance avec les autres, de passer le message qu'on est tous sur le même bateau et d'avancer ensemble dans le but de la sécurisation. Je terminerai sur un exemple que j'ai vécu des dizaines de fois l'an dernier. Je suis régulièrement contacté par des DSI, des directeurs donc, du système d'information, ou des RSSI, des responsables de la sécurité, qui me demandent de préparer un exercice de crise pour leur COMEX. C'est-à-dire qu'eux ont fait preuve d'influence pour pouvoir convaincre leur COMEX de bloquer 4 heures dans leur agenda, de manière à venir dans une salle, autour d'une table, jouer une crise, jouer un scénario de crise. Ces DSI qui me contactent sont parfaitement au courant de leur vulnérabilité. Ils savent très bien comment la crise va se dérouler et comment ça va leur faire mal. En revanche, ils savent aussi que leurs dirigeants n'ont pas conscience de tout ça. Et donc, c'est une preuve d'humilité de leur part. Ils se retrouvent avec moi pendant 4 heures à jouer le rôle finalement de celui qui a échoué, puisque si on joue un exercice de crise majeure, c'est que quelque part quelque chose ne s'est pas bien passé sur le système d'information dont ils ont la responsabilité. Mais ils font preuve d'humilité, ils acceptent de jouer ce rôle-là pour que, en échange, leur COMEX soit mis en face de toutes les décisions incroyablement difficiles auxquelles ils ne pensent pas qu'ils auront à prendre pendant une crise. Et généralement, quand ça se passe bien, à la sortie de ce type d'exercice, la direction générale a toute une liste de courses et de demandes concrètes à faire parce qu'ils ont touché du doigt tout ce qui leur manquait, tous les problèmes de décision qu'ils avaient, tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment faire preuve d'humilité de la part des DSI et des RSSI, de se dire, je vais montrer que je suis vulnérable, je vais afficher une vulnérabilité. En plus, ils travaillent avec moi, ils travaillent avec un externe pour exhiber leur vulnérabilité, parce qu'on cherche à trouver le scénario qui va faire mal, ou casser, ou appuyer pour que ça parle vraiment au COMEX. Et ça, ils le font en toute transparence, en toute humilité, et généralement, ça paye. Merci Jérôme. Depuis quelque temps, que ce soit les services marketing ou la communication, tout part de l'usage. La com communique sur des usages de clients, le marketing développe des offres pour les usages, des clients aussi, et on se rend compte que la cyber
devient un truc, parce que je n'ai pas trouvé un autre mot avec Benoît pour exprimer la chose, un truc justement pour développer les usages au sein des entreprises. Donc Benoît, j'aimerais justement que tu évoques ce truc. Ce truc, je vais vous parler de mon truc. Mon truc en plus. Sur les usages en entreprise, mais aussi sur le développement de solutions, de produits au sens large. Pour introduire le sujet, est-ce que vous connaissez les Darwin Awards? Non. Hein. Vous irez voir sur Internet, il y en a quelques-uns qui connaissent. Les Darwin Awards, c'est les morts les plus bêtes qui soient. Les gens se sont tués de façon la plus idiote possible. Vous verrez, même en Australie, il y a des endroits très dangereux. Ils ont mis des affiches en marquant Darwin Award Spot. Si vous voulez vous tuer de façon bête, c'est là. Voilà. Et un exemple, c'est, il y en a un, il a dit je prends ma voiture dans le désert du Nevada, je mets une roquette dessus, enfin un réacteur de roquette, pour aller vachement vite dans le désert. Il a été vachement vite, c'est super, c'est une innovation. Il a fait une voiture à réacteur. Mais il s'est pris la falaise qui était au bout. Il en est mort. Il a fait une innovation sans tenir compte des risques, de la sécurité, sans se poser la question, de dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer. De l'innovation, il est passé à le Darwin Award. Aujourd'hui, la cyber, c'est un peu ça. Et ça revient sur ce que tu disais. On n'est pas là, c'est une humilité de posture. On n'est pas des contrôleurs, on n'est pas des gendarmes. On est plutôt là à dire qu'est-ce que vous voulez faire en interne, comme produit, comme solution? Attendez, on va y réfléchir ensemble. On va trouver un moyen de le faire bien, dès le début. Donc la cyber, c'est un enabler. C'est un truc qui dit ça sera un élément qualitatif de ce qu'on est en train de faire. Et ça devient même réglementairement contraint par les nouvelles réglementations européennes sur la mise sur le marché de produits numériques qui contiennent du numérique. En gros, on doit garantir le niveau de sécurité. Donc les gens dans la cyber sont maintenant des acteurs clés de l'innovation. Dès le début, il faut les mettre dedans pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. On n'est pas à la fin, on n'est pas seul, on fait partie de ceux qui apportent un critère qualitatif. Et aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, beaucoup on regarde les tests Euro Crash and Car, est-ce qu'il est à 3 étoiles, est-ce qu'il y a des airbags? C'est un différenciant. Ce qui est en train de se produire sur le numérique, c'est pareil, c'est un différenciant avec des contraintes réglementaires. Et donc la cyber, c'est comme un développeur, c'est un mec qui amène son expertise pour faire un truc bien à la fin. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas passer de l'innovation à l'annulation comme le bonhomme avec sa fusée, c'est ça? Je vais voir s'il fonctionne. Il fonctionne. Donc on a parlé précédemment de l'influenceur, tout le monde s'est un peu exprimé. Guillaume a commencé à toucher du doigt de comment on parle justement à des gens qui sont dans des COMEX. Il a parlé de ministres, sans les citer, de personnes assez haut placées justement où avant, alors depuis le Covid ça a changé, mais avant les budgets cyber étaient vraiment les derniers budgets de l'entreprise. Il y a une prise de conscience grâce au Covid et aux nombreuses attaques. Et justement, comment arrive-t-on à convaincre un COMEX? Comment arrive-t-on à convaincre un ministre qu'il faut agir et qu'il faut démystifier ce sujet au plus haut de l'entreprise, au-delà de la base? Je commencerai peut-être juste par une réponse qui n'en est pas une avant de laisser mes camarades donner de vraies réponses intelligentes. Pour mes clients, c'est ultra facile. Parce que moi, je passe quand ils sont à l'arrêt, qui perdent des millions par jour à cause d'une attaque. Et je peux vous garantir qu'après une attaque, le carnet de chèques est ouvert. Et des projets qui étaient prévus sur 3 ans sont faits dans les 6 mois. Donc l'attaque, ça fait mal, mais ça débloque les budgets. Maintenant, si on peut trouver autre chose, c'est mieux. Guillaume, peut-être trouvons autre chose. C'est très vrai. En fait, non, il faut être très opportuniste. Pour les dinosaures... on est plusieurs à être des dinosaures, enfin forcément. Il y a 10 ans, je veux dire, allez, pour fixer les idées, il fallait réussir à convaincre des décideurs de choses qu'ils ne voyaient pas. On ne parlait pas d'attaque. Enfin, dans les médias et tout ça, c'était encore très peu développé parce que c'était peu visible. Il y avait déjà beaucoup d'attaques, mais plutôt de l'espionnage, des choses qu'on gardait secrètes pour de bonnes raisons aussi. Et c'était compliqué d'aller convaincre les décideurs du fait que il y a cette dimension en plus et ça va coûter de l'argent et tout ça. Et puis le ROI, comme on dit, le ROI de tout ça, il est dur à mesurer. Parce que le ROI, oui, si on s'est bien protégé, qu'on évite les attaques, évidemment, on y gagne. À l'inverse, si on n'a pas fait le boulot, ça peut coûter extrêmement cher. Enfin bon, ça ne rentre pas dans les tableaux Excel, ça. Hein, c'est très compliqué. Et puis fondamentalement, moi, expérience il y a longtemps avec des directeurs de programme plutôt côté militaire, il faut bien comprendre
Et là, c'est pas de l'humilité, c'est de l'empathie en fait, c'est comprendre les problèmes du gars en face. Un directeur de programme, c'est quoi ses craintes? C'est les coûts, hein, une dérive des coûts. Donc, quand vous parlez de cyber, vous arrivez en disant ça, il va falloir payer pour, hein, ça va coûter quand même. Des délais, voilà, on veut que le programme arrive à l'heure. Ah bah oui, mais bon, s'il faut commencer à recasser l'architecture, à rajouter des morceaux, ça va forcément prendre du temps. Et puis les performances, donc coût délai performance, hein, si vous allez vous balader du côté de la DGA, c'est pas très loin d'ici, dans les couloirs, on vous parle que de coût, de délai et de performance, c'est normal, hein, c'est de la direction de programme. Et les performances, bah, la cyber, bon, il faut bien le vendre, mais enfin, en général, nativement, ça améliore pas la performance, hein, c'est par nature, en tout cas pas directement, c'est évident. Il faut faire en sorte que ça la dégrade pas, mais c'est très compliqué. Donc voilà, la situation était très complexe. Aujourd'hui, comme a dit Jérôme, ça a changé parce que le cyber, on en parle en permanence. Les grands patrons, ils se parlent entre eux et tout ça. Ils connaissent tous, quand ils ne sont pas eux-mêmes fait attaquer, ils connaissent tous quelqu'un d'assez proche qui s'est fait attaquer. Donc on est dans une situation qui est beaucoup plus favorable pour apporter le message. Et l'enjeu maintenant, c'est de réussir à faire remonter cette matière très technique, très complexe, au niveau des lieux de décision. Des COMEX, des conseils d'administration, un endroit où finalement on gère du risque. Un décideur, c'est quoi son métier? C'est de gérer des risques. C'est son seul métier même, fondamentalement. Et donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté, leur métier au quotidien, c'est de gérer des risques, et de l'autre, on a un risque qui est atypique, qui est encore méconnu, qui est dur à appréhender parce qu'il est encore trop technique dans son approche. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à remballer ça et à le présenter avec le bon langage. Et le bon langage, c'est quoi? C'est avec des indicateurs, c'est avec... Voilà, il faut rentrer dans le vocabulaire, dans la manière de parler. Et en même temps, et ça c'est très important parce que j'ai vu ces évolutions dans beaucoup de COMEX, il faut réussir à faire ce travail-là en gardant un lien très fort avec la réalité. J'ai vu des COMEX aller trop vite, trop loin, et finalement arriver à des trucs avec des KPI, des trucs comme ça. Voilà, je découvre ça maintenant que je suis dans le privé. Et puis avec des discours complètement absurdes du genre, bon alors l'an dernier on était à 4,6, cette année on est à 4,7, on peut se féliciter collectivement. Mais 4,6, 4,7 de quoi? Vous avez vu l'Ukraine, vous avez vu la dernière attaque, machin truc, c'est où là dans la décimale là qui a changé? Enfin, donc tout l'enjeu c'est de rentrer dans le mode de travail qui est celui des décideurs, et en même temps que tout ça ne se déconnecte pas de la vraie vie, parce que la cybersécurité, malheureusement, c'est de la vraie vie aussi, hein, surtout quand ça tourne mal. C'est la vraie vie. Alors, une précision sur un facteur qui est important aussi dans ce cadre-là des COMEX. On a des gens dans les COMEX qui sont très bien câblés, qui comprennent bien et vite. C'est pas pour rien qu'ils sont au COMEX. En revanche, jusqu'à présent, on a qui dans le COMEX? On a quel profil? On a des gens qui ont fait carrière dans la finance, dans la vente, dans le marketing, dans la production. On n'a personne qui a fait carrière dans le cyber et qui est arrivé au COMEX. Donc, c'est encore un sujet nouveau pour eux. À terme, ça devrait changer, on l'espère en tout cas, mais pour l'instant, effectivement, c'est surtout que personne au COMEX n'a fait carrière dans la cyber. Je voudrais réagir avec une petite blague pour commencer. C'est que de toute façon, la cyber, ça ne sert à rien. Pardon. C'est comme les détecteurs de fumée chez vous, ça sert à rien. Ça ne vous fait pas de la musique, ça ne vous fait pas de la lumière au quotidien, ça ne vous apporte aucune fonctionnalité. La cyber, c'est pareil, ça n'apporte aucune fonctionnalité au quotidien. Et pourtant, c'est indispensable. On le sait tous sur les détecteurs de fumée. Bon. Et encore, l'humain est très joueur avec le risque, c'est un autre problème. Ensuite, sur ce que tu disais, Guillaume, on parle au COMEX, on va avoir des KPI. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, finalement, on avait un truc qui s'appelait la conformité, qui était hyper rassurant. On avait une grande PSSI portée par l'État avec 200 mesures. On disait, bon, on en a appliqué 195, donc on est hyper fort. Voilà, on est conforme, pas conforme. On vient de dire, ça ne marche plus. Parce que cette mesure ne traite que ce qu'on a identifié, enfin les menaces et les mesures techniques à mettre en place. Et donc c'est une mesure technique à un instant donné par rapport à un monde connu. Et donc cette mesure très rassurante, parfois trop rassurante pour certains COMEX, peut être très dangereuse. Parce que ça ne prend pas compte des nouvelles menaces. Et là, on a un gros travail en ce moment, on n'a pas encore trouvé la réponse. C'est de passer d'une mesure de conformité technique, ai-je bien mis en place toutes les mesures que j'ai identifiées, à une mesure de conformité capacitaire. Suis-je prêt? Suis-je suffisamment entraîné? Et ça, c'est hyper dur à mesurer.
Finalement, aujourd'hui, la seule chose qu'on sait réellement tester, mesurer, bah, c'est en faisant des exercices. C'est en se disant, ok, on pense qu'on est à peu près bon, on teste, on s'entraîne, on imagine que c'est rentré, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça qu'on se teste. Et donc finalement, la mesure, le KPI de robustesse, eh ben, c'est comme quand on teste la robustesse d'un objet, hein, c'est qu'on tape dessus. Donc on s'auto-tape dessus pour voir si on est robuste et on arrête d'avoir des est-ce qu'on est bon partout. Pour information, à mon sens, la toute dernière étape de cette pratique-là, c'est ce que fait Netflix. Netflix ont un système qu'ils ont appelé les Chaos Monkey, hein, les singes du chaos, qui sont des scripts qu'ils lancent et qui tuent des choses aléatoirement dans le système d'information en production régulièrement pour voir comment ils se débrouillent. Et quand on arrive à faire ça et continuer la production, c'est qu'on a atteint un niveau de maturité particulièrement élevé. Et c'est quand même un signe de... soit de stupidité, soit d'humilité, de se dire je suis suffisamment humble pour me dire je vais jeter des choses, ça va casser, mais c'est pas grave, on va remonter, on va repartir. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît la notion d'antifragilité? Oui. Donc c'est tout à fait ça, je pense. En fait, l'amélioration à travers l'exposition à des facteurs de stress. Juste un petit complément sur le COMEX, je pense qu'il faut éviter de passer pour quelqu'un d'intégriste jusqu'au boutiste et montrer qu'on est là pour aider l'organisation à trouver le bon équilibre entre un défaut de sécurité, si on se fait hacker, bien sûr, c'est pas bon, mais même un excès de sécurité où les gens ne peuvent plus travailler. Okay. Mon ancien PDG avait tendance à dire, non mais de toute façon, l'avion le plus sûr, c'est celui qui vole pas. Et nous, on a besoin de voler. Donc, j'aimerais bien vous passer le micro justement pour quelques questions. Mais avant de cette clôture, de cette table ronde qui est vraiment passionnante sur cette terminologie, vous avez compris justement qu'au-delà de la cyber-humilité, c'est vraiment ce recul qu'il fallait prendre. Et justement, en un mot, au-delà justement de la cyber-humilité, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, j'aurais choisi le mot coordination. Pas communication, mais coordination, parce que l'entreprise, c'est des humains, c'est des faisceaux d'efforts individuels qui vont dans le sens du profit en commun, en tout cas pour l'entreprise et ses actionnaires. Et la coordination, c'est comment on arrive à faire travailler beaucoup d'individualités ensemble, et ça veut dire qu'on est forcément humble, parce qu'on prend en compte les faiblesses et les forces de l'autre, et on essaye d'en tirer le meilleur collectivement. Merci. Guillaume ? Moi, ce serait normalisation. Un peu à regret d'ailleurs, mais normalisation pas au sens les standards, les normes ISO et tout ça, mais normalisation du risque cyber. Aujourd'hui, il est traité de manière très ad hoc, quand il est traité, mais de plus en plus il est traité. Ça ne peut être qu'une étape vers un moment où finalement ce risque il sera intégré avec tous les autres risques. Et mon rêve, c'est qu'on soit capable de prendre des décisions équilibrées, alors pas 100% en faveur de ce que dit le RSSI d'ailleurs, hein, personne n'est écouté à 100% normalement, mais que ce soit pris au juste niveau et que dans les équations complexes de nos décideurs, publics ou privés, eh bien, le cyber soit pris au juste niveau. Et pour ça, il faut le normaliser. Donc, je parlais du langage tout à l'heure, mais il faut rentrer dans des mécaniques. Et à l'inverse, s'il est traité de manière complètement ad hoc, et on voit d'ailleurs, il y a plein de boîtes où il y a encore une direction de la sécurité, une direction de la sûreté, une direction des risques, et puis il y a un machin à côté qui traite le cyber. Et puis souvent, ils ne s'entendent pas, parce que sinon c'est trop simple. Donc ça ne peut être qu'une étape intermédiaire. Donc il faut normaliser ce risque cyber. Benoît ? Je dirais entreprise étendue. Ah, mais c'est deux mots là. Entreprise étendue. Non, on parle beaucoup de la maîtrise de notre risque sur ce qu'on connaît. Mais tous autant qu'on est, petite entreprise, grand groupe, on dépend des autres. Si un fournisseur qui nous fournit le boulon de 12 qui est critique pour ma chaîne de production ne fonctionne plus, alors je ne peux plus produire. Donc la maîtrise de mon risque cyber, c'est pas juste maîtriser ce que je connais opérationnellement. C'est connaître mon écosystème étendu. Et c'est là où la standardisation, la normalisation de ce risque cyber doit être portée par tous et compris par tous. Donc le mot est maîtrise. Juliane ? Et pour moi, le mot au-delà de la cyberhumilité, c'est équilibre, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Merci. Nous avons le temps de prendre 2-3 questions. Oui, bonjour. Donc on comprend à travers vos interventions que c'est le domaine de la cyber, disons plutôt technique, qui est abordé.
Qu'en est-il de l'informationnel? Autrement dit, est-ce que c'est aussi le RSSI qui doit porter la réponse aux attaques informationnelles voilà. Comment cette dimension-là est intégrée ou doit être intégrée? Donc, vous faites référence notamment à Team George et toutes les opérations de déstabilisation qui peuvent être menées. C'est un autre niveau de maturité, ça va venir. Un des points d'entrée, mais je pense que Guillaume aura plus d'éléments puisqu'il a dû voir ça plus souvent, mais à mon échelle, un des points d'entrée que je préconise quand la maturité est faible, c'est dans la petite boucle de décision rapide qui permet de savoir si un incident va partir en crise ou pas, qui permet de discuter entre quelques membres du COMEX et des membres techniques, d'ajouter la communication. Parce que c'est la communication qui va identifier des choses latentes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des conversations dont elle va sentir que ça peut partir en crise et qui va immédiatement en parler sur cette boucle qui est une boucle qui va intégrer aussi le RSSI ou le directeur de la sûreté. Oui, c'est un sujet qui est super complexe, hein, avec des niveaux de maturité différents, et où la dissymétrie entre l'attaquant et le défenseur est, à mon avis, par nature essentielle. L'attaquant, il va avoir intérêt à mélanger les deux très souvent. Donc celui qui veut faire de l'influence, il peut utiliser l'attaque informatique, et à l'inverse, on sait très bien que par de l'attaque informationnelle, on peut favoriser de l'attaque cyber. Je pense que c'est ça que vous appuyez par cybertechnique. Enfin, le choix qu'on a fait, alors je vais mettre plutôt à un niveau étatique en fait, en France, c'est pour les défenseurs, les attaquants vous leur demanderez, ils vous répondront pas, c'est de complètement séparer ceux qui protègent des systèmes d'information. C'est pour ça qu'on parle encore de système d'information, même si c'est un peu désuet, hein, mais ça veut bien dire quelque chose. En gros, il y a ceux qui protègent les contenants et qui vont pas être tentés d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ces systèmes d'information. Je prends un exemple un peu trivial. Dans votre entreprise, il y a un antivirus et tout ça. L'antivirus, il va lire tous les mails. Enfin, il les lit avec des guillemets. En fait, il va chercher s'il y a des virus dedans. Il va pas chercher à comprendre. Il va pas espionner les salariés et tout ça. Ou alors, c'est une dérive qui est absolument inacceptable. De l'autre côté, il y a ceux qui doivent détecter les tentatives d'attaque informationnelle, tout ça. Et alors là, la grosse difficulté, et c'est pour ça que dans des démocraties, c'est gênant, où on est toujours mal à l'aise, c'est qu'il faut aller sur du contenu, et sur de l'interprétation de contenu, de choses comme ça. Et sur des gens. Et c'est de l'humain, donc c'est beaucoup plus complexe. Et on sait très bien que, c'est le terme qu'on emploie habituellement, on ne va pas faire un ministère de la vérité, de manière. Hein, un ministère qui dirait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais beaucoup en rêvent quelque part, parce que ça les choque de voir ces attaques informationnelles. Et donc il faut accepter d'avoir des gens qui protègent les contenants, et puis des gens qui s'intéressent à certains contenus, pas tous. Ce qui a été fait en France avec un truc qui s'appelle Viginum, hein, qui est la petite sœur de l'ANSSI. Le rôle de Viginum, il est très cadré. C'est de détecter des tentatives d'attaque informationnelles, exogènes, le terme très conseil d'État, exogène, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas s'intéresser à ce qui se passe en France. Parce que si on commence à vérifier qui dit des conneries ou pas en France, on n'est pas sur la bonne voie en termes de démocratie. Et Dieu sait qu'il y en aura, et il y en aura toujours. Et qu'il y a la tentation de chercher à les détecter. Donc voilà, c'est vraiment deux sujets différents qui à un moment doivent se retrouver en termes de prise de décision, par contre, très clairement. Mais par contre, les mécanismes de gestion de crise que connaît bien Jérôme, sont essentiellement les mêmes, après, à mon avis. Les différentes fonctions, les mécanismes pour décider, la dynamique qu'il peut y avoir autour, du moment que la technique est capable d'apporter les bons inputs, ça fonctionne essentiellement pareil. Mais il faut les séparer, ces inputs techniques. La seule différence que je mettrais, c'est que autant sur une attaque, une crise d'origine informatique, cyber, c'est pas du tout une bonne idée de faire le dos rond. Évidemment, il faut agir rapidement et de manière décisive. Sur des attaques d'influence, parfois, il peut être une bonne stratégie pendant un moment d'encaisser, de faire le dos rond pour éviter les fameux effets Streisand, pour éviter de donner de la visibilité à une attaque qui n'en a pas encore, voilà, de rester en surveillance. Maintenant, sur des attaques étatiques, on reste parfois en surveillance aussi pendant longtemps, donc ça peut se rejoindre. Oui, parce que la déconstruction, en fait, c'est la seule vraie réponse, c'est de la déconstruction du discours, et comme tu dis, l'effet Streisand, c'est exactement ça. Enfin, en voulant expliquer pourquoi c'est faux, c'est vraiment le risque d'amplifier tout. Enfin, et ça, c'est une vraie problématique. Ouais. On peut encore prendre une deuxième question. Bonjour Yann Magnan, merci à vous, senior advisor du CyberCercle. J'ai une question à vous poser et j'aimerais vous entendre en fait sur ce qui pourrait attirer les jeunes hommes et femmes, ingénieurs, experts, à rejoindre cette filière cyber.
On connaît le manque de pénurie. Qu'est-ce qui l'y ferait rejoindre? Donner du sens et une qualité de vie. Le côté apprentissage continu, il y a toujours des choses à apprendre, et ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est enrichissant. Ouais, je suis très d'accord avec le sens. Sur la qualité de vie, ça peut se discuter, mais bon, ça c'est c'est une question de mesure. Non, un des intérêts du cyber, c'est que c'est une verticale qui permet de toucher en fonction des intérêts qui peuvent évoluer au fil de la vie d'ailleurs. Toucher à de la technique, toucher à de l'opérationnel, toucher à de la stratégie, en fait tout y passe, objectivement. Et donc cette verticale, elle est passionnante. Et comme c'est un domaine qui est encore jeune, il y a moyen en quelques années, tout ça, de toucher à plein de choses. Donc pour ceux qui aiment toucher à tout et qui évidemment ont un goût pour la matière à la base, je pense que c'est hyper intéressant. Je vais juste préciser ma qualité de vie. Aujourd'hui, les CV qu'on reçoit, c'est 1. Je suis mobile dans toute la France, sauf en Île-de-France. Deuxième question, c'est y a-t-il du télétravail? Et troisième question, c'est quoi le salaire? C'est plus la première question, c'est plus le salaire. C'est 1. Je veux pas être dans les endroits que j'aime pas, je veux être près de ma famille. 2. Je veux pouvoir travailler un peu chez moi. Et ça, c'est des vrais enjeux cyber. Aujourd'hui, on doit recruter des administrateurs, les mecs qui ont tous les droits. S'ils disent, de plus en plus, ils disent, mais vous me filez pas de télétravail, je viens pas. Donc on est à risque opérationnel parce qu'on a du mal à recruter des administrateurs, parce qu'on les force à rester au bureau en Île-de-France toute la journée. Et c'est là où, cyber, DSI, on doit trouver un modèle qui répond à ce courant actuel. Moi, je ne pense pas que c'est un effet de mode. Je pense que 2-3 jours de télétravail par semaine, tout le monde va vouloir le garder. Et donc, comment, concrètement, la cyber apporte les solutions nécessaires au bon niveau pour répondre à cet enjeu de société? J'ajouterai un dernier point, ce que je disais en introduction, le cyber c'est un affrontement, donc on est défenseur, parfois attaquant, mais on est quand même plutôt défenseur. C'est un affrontement, c'est de la stratégie, c'est de la tactique, c'est vivant. On est face à des humains qui réfléchissent aussi, qui prennent des positions. On essaye d'être plus malin qu'eux. Ça, c'est super stimulant aussi. Mais écoutez, je vous remercie à la fois aux intervenants d'avoir joué le jeu sur cette notion, et puis à vous d'avoir été avec nous, et puis à très vite dans les autres conférences. Merci beaucoup. Merci Gaël.